Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est sous tension. Le pétrole dépasse les 100 $ le baril et on entend partout c'est la catastrophe ou alors c'est l'opportunité du siècle. Et ni l'une ni l'autre de ces positions n'est utile. En avril 2020, j'ai vu quelque chose que j'aurais jamais cru possible. Le pétrole WTI, le baril américain le plus suivi au monde, est passé en territoire négatif. Il coûtait moins 37 $ le baril. On vous payait pour prendre du pétrole. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Les marchés peuvent faire des choses qu'aucun manuel n'avait prévues. Et la bonne réponse face à l'imprévu, c'est pas d'essayer de prédire l'avenir, c'est de se positionner pour plusieurs scénarios à la fois. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner une méthode pour analyser cette crise et vous montrer que l'histoire nous apprend toujours quelque chose sur ce type de situation. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi la plupart des réactions auxquelles on assiste en ce moment sont exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Le problème, quand une crise éclate, c'est qu'on se retrouve noyé sous l'information. Les chaînes d'infos en continu, les fils Twitter, les experts qui se contredisent les uns les autres, c'est ce que les médias grand public appellent l'infobésité. Et une crise géopolitique en produit 10 fois plus que d'habitude. On se retrouve bloqué, paralysé entre deux instincts opposés. Je vends tout ou je rachète maintenant. Et pendant qu'on hésite, le marché, lui, il continue. J'ai vécu ça en 2020, en 2011, en 2008. Et à chaque fois, on assiste à la même mécanique, le même pattern. Les marchés réagissent d'abord à la peur. Puis la réalité, business as usual, reprend le dessus. Et ceux qui avaient un cadre d'analyse tiennent le cap, pendant que les autres font n'importe quoi. Mais alors, comment on construit ce cadre face à la crise du détroit d'Ormuz? Il y a trois questions à se poser, seulement trois, vous allez voir. Mais avant d'aller plus loin, voilà une statistique qui devrait tout changer pour vous. Depuis 1984, depuis la guerre des pétroliers, la première grande menace sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a menacé de fermer le détroit plusieurs fois, en 2011, en 2018, et aussi dernièrement en juin 2025. Le détroit n'a jamais été fermé de façon soutenue. Et ce n'est pas une opinion que je suis en train d'émettre, c'est un fait historique et ça change radicalement la façon dont on doit analyser le risque. Ce qu'on observe actuellement, c'est une dynamique de réel politique très claire. On va commencer par les chiffres de la dépendance iranienne. Les exportations pétrolières représentent environ 25% du PIB iranien et 57% de ses recettes d'exportation totale. 90% de ce pétrole part en Chine, souvent via des circuits parallèles pour contourner les sanctions. On pourra en reparler. Ce pétrole transite par le détroit d'Ormuz. Avec une fermeture prolongée du détroit, l'Iran se coupe une artère financière réelle. Et à terme, l'Iran ne peut littéralement pas se le permettre. Mais il y a plus. Selon l'EIA, l'agence américaine de l'information sur l'énergie, 84% du brut qui passe par Hormuz est destiné au marché asiatique. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Ces quatre pays, à eux seuls, absorbent 69% du flux. La Chine reçoit 40% de son pétrole via ce même détroit. L'Inde, entre 40 à 50% des importations de brut de l'Inde passent par là. Et l'Inde dispose de stocks limités à 5 à 6 semaines. Ces deux pays exercent une pression structurelle sur Téhéran. Et on en a la preuve concrète en temps réel. Le 5 mars, un vraquier appelé l'Iron Maiden, opéré par la société Cetus Maritime Shanghai, a traversé le détroit en diffusant sur son transpondeur AIS, le moyen de communiquer avec l'extérieur, le message China Owner, propriétaire chinois. En longeant la côte omanaise, il n'a pas vécu d'incident. Donc 2 jours plus tard, le 7 mars, un second vraquier, donc un supertanker qui transporte du pétrole en vrac, en grande quantité, le Sino-Ocean, géré par la Sino-Ocean Shipping HK pour Hong Kong, a fait de même en diffusant China Owner, le même message. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien. Ça s'est très bien passé. Et vous voulez savoir le plus beau de l'histoire? Le CSIS, le Centre américain d'études stratégiques, a analysé les données AIS et confirme que entre le 23 et le 28 février, plus de 49 navires chinois transitaient normalement par Hormuz chaque semaine. Et depuis le 1er mars, on n'en a que 2 qui ont réussi à passer. Donc effectivement, il se passe quelque chose. Pékin met la pression à Téhéran en coulisses. Des négociations sino-iraniennes sont en cours actuellement pour garantir le passage du pétrole iranien et du GNL, donc le gaz naturel liquéfié, qatari. C'est Reuters, la société, qui le confirme sur la base de 3 sources diplomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'Iran ne peut pas s'aliéner ses derniers alliés économiques. Historiquement, cette contrainte extérieure a toujours fini par l'emporter. Les bateaux chinois qui cherchent à passer et qui parfois y arrivent sont le signe que le compromis est déjà en train de se construire.
Dans ce scénario, le pétrole retombe entre 70 et 90 $. L'or consolide mais reste élevé. Les valeurs énergétiques européennes marquent une pause après leur hausse initiale. Mais ce serait malhonnête de m'arrêter là. L'autre possibilité, c'est que le régime iranien joue la carte de la survie à court terme, qui maintienne la pression plus longtemps que prévu. Que les exceptions accordées à la Chine ne suffisent pas à désamorcer la crise. Dans ce cas, le pétrole reste au-dessus de son dollar. Il passe peut-être à 120, 130 $. On l'a déjà vu à 119. L'inflation repart dans les économies importatrices. Les banques centrales sont piégées entre récession et prix de l'énergie. Alors, c'est inconfortable, mais ça peut être une réalité. Et voici ce qui est intéressant là. Même dans ce scénario, certaines classes d'actifs se comportent bien. L'or monte. Et dans ce contexte, ce que les anglo-saxons appellent le nucléaire narrative, le fait que l'Europe accélère son indépendance énergétique, avantage structurellement les valeurs liées à l'énergie nucléaire. C'est ce que les analystes de Janus Anderson et Tortoise Capital documentent depuis 2022. Et c'est là que la méthode devient vraiment utile. On ne cherche pas à prédire lequel des deux scénarios va se réaliser. On cherche ce qui performe dans les deux cas. Et là, soyons honnêtes, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. C'est exactement la structure que j'applique dans la solution de 10x10. Un portefeuille dimensionné pour traverser les crises avec un socle défensif et une poche de croissance calibrée. Pas pour maximiser le scénario idéal, pour survivre au scénario défavorable en ayant encore les moyens de profiter des rebonds de marché. Concrètement, voilà ce qui fonctionne dans différents scénarios. L'or, en scénario 1, il consolide, mais reste un actif de réserve mondiale. En scénario 2, il monte parce que l'inflation repart. Dans les deux cas, une exposition entre 5 et 25% sur le métal jaune est cohérente. C'est d'ailleurs ce que préconise le portefeuille de Brown depuis des décennies. On a aussi les valeurs énergétiques défensives. Alors pas les pure players, pas les producteurs ultra exposés à la situation dans le Golfe, mais des majors internationales, parfois même européennes, diversifiées géographiquement. Les sociétés dont les flux de revenus ne dépendent pas du seul détroit d'Ormuz. Dans les deux scénarios, elles profitent d'un prix du baril élevé. Dans le scénario 1, elles profitent en plus du rebond. On a aussi le nucléaire. Alors c'est le grand bénéficiaire structurel des crises pétrolières. Chaque fois qu'une crise menace les approvisionnements fossiles, les politiques d'indépendance énergétique s'accélèrent. L'Europe n'échappe pas à cette logique. Alors, on a aussi le cash. Alors, pas sur un livret A qui perd contre l'inflation dans les deux scénarios, mais une réserve de liquidité en euros ou en francs suisses qui permettent d'agir quand le marché surréagira. Le cash dans le portefeuille de Brown, c'est exactement ça, de la poudre sèche pour acheter dans le creux des postes résolution de conflits. Ce qu'on évitera dans les deux scénarios, c'est une surexposition au marché asiatique à court terme et toute position qui suppose un retour à la normale immédiat. Alors maintenant, une précision, si vous vous sentez dépassé par tout ça, ne soyez pas étonné, hein, c'est juste normal. Les analyses géopolitiques sont rarement enseignées aux citoyens. C'est pas de votre faute si les médias transforment chaque crise en apocalypse ou en Eldorado. Personne ne nous apprend à distinguer la panique de l'analyse. Mais maintenant que vous avez le cadre que je viens de citer en trois scénarios, vous pouvez regarder les prochaines semaines différemment. Alors voici comment on peut mettre ça en pratique concrètement. Alors première vérification, votre socle de protection tient-il bon dans cette situation? Si vous avez déjà un portefeuille de Brown ou une structure équivalente avec de l'or, du cash et des obligations longues, ce portefeuille fait exactement son travail en ce moment. Les backtests depuis 1978 le montrent. Lors de la crise de 2008, le drawdown, donc la baisse maximum du portefeuille de Brown, était environ un tiers de celle du S&P 500. En période de choc énergétique, c'est le même profil de protection. Donc, première leçon ici, vous n'avez pas besoin de tout réallouer dans votre portefeuille. Si votre socle défensif est en place, il va absorber la volatilité. Ne cassez pas tout sous l'effet de la peur. Deuxième vérification, votre exposition à l'énergie. Si vous avez une poche énergie diversifiée, on va dire 60% en énergie fossile via des grandes majors internationales, 30% en nucléaire et 10% en énergie verte via des ETF spécialisés, cette répartition est cohérente avec les deux scénarios que je viens de citer. Sur la partie énergie fossile, on est déjà passé au-dessus de 119 $ le baril. Le renforcement tactique, il fallait le faire au début de la crise, pas maintenant. Ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la question de la sortie de l'allocation. Le déclencheur de prise de profit, ce serait une désescalade visible, une reprise du trafic sur Hormuz, une annonce d'un accord sino-iranien, ou le Brent, qui redescendrait sous 90 $ pendant une période longue, plusieurs jours au moins. Les hausses dues aux crises géopolitiques s'inversent historiquement en 4 à 8 semaines.
une fois que la crise est résolue. Donc, en tant que débutant, c'est à ce moment-là qu'on devrait alléger son portefeuille, pas avant. Sur le nucléaire, la crise renforce le narratif sécurité énergétique, donc on maintient ou on renforce marginalement. Sur les énergies vertes, on vend pas. Le choc ne change rien à la tendance lourde qui s'annonce 2030-2050. Une troisième vérification qu'on peut faire, c'est de vérifier son comportement. On est déjà installé dans le conflit. Les décisions prises dans les premiers jours d'une crise sont statistiquement les pires. Les études de comportement d'Albar le documentent depuis une quarantaine d'années, montrent que l'investisseur moyen sous-performe le marché de 8,5 points par an, principalement à cause de décisions prises dans la panique. Si vous n'avez pas encore agi, si vous n'avez encore rien fait, ben c'est une bonne nouvelle. Le marché a déjà intégré le choc initial. Agir maintenant, c'est acheter la peur au prix fort. La patience n'est pas de l'inaction, c'est une décision active. J'investis mon propre argent avec ces principes depuis 1994. Un petit bémol ici, il y a aussi ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si la pression chinoise suffira à faire céder Téhéran dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas si une nouvelle frappe va changer la donne avant que les négociations aboutissent. Et je ne sais pas à quel niveau exactement le pétrole va se stabiliser. Ce que je sais, c'est comment me positionner pour que les deux scénarios principaux soient couverts. Alors, c'est pas une certitude, c'est de la robustesse de portefeuille. Je vous ai donné les 3 scénarios aujourd'hui, mais construire un scénario robuste avec la bonne répartition entre l'or, l'énergie, les actions mondiales, les liquidités selon votre profil, ça demande une méthode complète. J'ai préparé une formation gratuite de 7 jours. À la fin, vous saurez évaluer n'importe quelle crise géopolitique avec ce type de cadre, construire une allocation adaptée à votre situation et identifier les signaux qui indiquent quand il faut ajuster. Pas de commission, pas d'affiliation, j'investis mon propre argent avec cette méthode et le lien est en description. Et autrement, ça m'intéresse. Quand vous avez commencé à voir arriver la crise du détroit d'Ormuz, comment avez-vous réagi? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez renforcé? Est-ce que vous avez réduit vos positions? Ou est-ce que vous n'avez simplement touché à rien? Dites-le moi en commentaire, les réponses m'aident à préparer les prochaines vidéos. Et maintenant que vous savez comment construire un portefeuille d'investissement robuste, le plus grand risque est de paniquer et de tout vendre au pire moment. Dans la vidéo qui s'affiche, je vous donne une méthode simple et concrète pour évaluer si votre portefeuille est en danger et vous saurez exactement quels signaux surveiller pour agir avant le retournement.